Eh bien, bonjour à tous. Salut Dimitri. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, j'allais dire presque tout est dans le titre, mais on va quand même aller un peu plus loin que uniquement le titre. Donc, ce webinaire, il va être dédié à la gestion de notre fonds Sony Multi-Oblig. Alors, on a écrit transformation réussie et confiance en l'avenir. Alors, pourquoi transformation? Pour remettre un peu le webinaire dans son contexte. Sony Multi-Oblig, pour ceux à qui ça aura échappé, c'est l'ancien Sony Eurostratégique, donc qui est le fonds historique qu'on a créé avec Sony en mars 2011. Donc c'est le plus vieux fonds de la maison, c'est le plus vieux fonds obligataire de Sony. C'est véritablement l'ADN de ce qu'on a créé chez Sony depuis maintenant 15 ans. On a changé le nom du fonds au mois de novembre de l'année dernière, voilà, parce qu'on a fusionné avec une société d'essence qui s'appelle SPPI Finance, dont Dimitri était le digne représentant. Et donc, les deux fonds, un fonds obligataire de chez SPPI et le fonds Eurostratégique, ont fusionné ensemble pour donner naissance donc à Sony Multi-Oblig. Voilà. Donc, on a maintenant quand même un vrai recul sur l'évolution du fonds, sur ce qu'on a changé, parce qu'évidemment, gérer un fonds obligataire en mars 2011 et gérer un fonds obligataire en novembre 2024, c'est pas exactement la même chose. Il s'est passé beaucoup de choses. On va pas revenir sur l'ensemble du passé parce qu'on va y passer la journée et c'est pas l'objet. Donc, on va faire un vrai focus de ce qu'on fait aujourd'hui sur Multi-Oblig, pourquoi ce fonds il a de l'intérêt, pourquoi ça marche. On a une transformation réussie parce que la performance annualisée sur les 2 dernières années de 6%, c'est l'objectif du fonds. Voilà. Donc, on est dans l'objectif, c'est un bon niveau de performance. Et l'idée, c'est de vous faire comprendre comment on l'a fait, avec quels outils, et puis au-delà de comment on l'a fait, ce qu'on peut faire demain et quel est le niveau de prospective qu'on peut avoir sur ces différentes stratégies qu'on va vous évoquer aujourd'hui. Donc, ça va être assez riche. On va faire plein de choses, on va évoquer plein de sujets. Bien évidemment, vous connaissez l'histoire. Vous pouvez toujours poser des questions. Donc, il y a un onglet questions en bas à droite sur lequel n'hésitez pas à faire vos commentaires et vos questions. On tâchera d'y répondre. On tâchera d'y répondre au fur et à mesure de l'évolution du webinaire. Mais globalement, voilà, ça va être très riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est beaucoup Dimitri qui va parler. Voilà, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Un petit rappel avant de démarrer de la gamme obligataire de Sony, évidemment. Donc une gamme qui est assez clairement identifiée. On a un fonds short duration qui est aussi géré par Dimitri, le fonds multi-oblig, on va en parler. Un fonds high yield qui s'appelle Sony Eurocrédit, géré par l'équipe de gestion aussi Kevin. Et puis des fonds datés, une gamme annuelle historique de fonds datés. Donc voilà l'univers de la gestion obligataire de chez Sony qui est un univers évidemment très large. Mais là on va se concentrer sur ce qu'on fait dans le multi-oblig, comment ça fonctionne. Et donc Dimitri, je te laisse la main pour rentrer dans le vif du sujet et à commencer par donc les caractéristiques du fonds, et puis après, on va dérouler tout ça avec beaucoup d'attention. Merci Christophe, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour reparler du fonds Multi-Oblig. Donc oui, qui s'est bien comporté sur les 2 dernières années et surtout, on va vous présenter les vues actuelles qu'on a sur la gestion, le positionnement de ce fonds. On va passer quelques minutes juste à faire un bref rappel des caractéristiques et de comment ce fonds est structuré en termes de prospectus. On a un indice qui est composite avec une part de crédit et une part d'emprunt d'État, ainsi que 10% d'ester, voilà, qui représente l'ensemble du marché obligataire finalement et qui est le terrain de jeu global du fonds multi-oblig, qui est un fonds multi-stratégie, avec un SRI, une durée de placement recommandée respectivement de 3 et une durée supérieure à 3 ans. Alors, investir sur tout le spectre obligataire, c'est vraiment notre priorité, c'est vraiment l'objet de ce fonds multistratégie avec une sensibilité assez large qui peut aller de 0 jusqu'à 7, une pondération en crédit high yield de 0 à 50% et une surexposition au marché de taux via des dérivés, via des futurs pour capter vraiment la valeur des marchés obligataires et surtout pour avoir un panel le plus large possible sur les investissements et sur nos convictions, qui peut aller jusqu'à 50% de l'actif net. Le processus de gestion, il s'inspire de 4 piliers principaux. La première, tout simplement, c'est la recherche d'opportunités sur le marché obligataire dans son ensemble. Donc, c'est vraiment multistratégie. Comme on va vous le présenter juste après, aller chercher l'ensemble des pans du marché obligataire pour aller capter le rendement, le portage, la sensibilité sur les taux, sur le crédit, sur les subordonnés, sur les financières, plein de choses. Et c'est vraiment avoir un spectre très large sur ce marché obligataire pour avoir un maximum d'opportunités. Une gestion active, comme on vous montrera tout à l'heure, la gestion est vraiment active sur le fonds, aussi bien en termes de pondération entre les différentes stratégies
que sur la sensibilité, que sur la surexposition, que sur le niveau de crédit et la qualité du crédit qu'il y a en portefeuille. Donc vraiment, gestion opportuniste et active. Un pilier de gestion du risque, c'est important de calibrer ce risque avec des scénarios, des stress tests dans la construction globale du portefeuille, ne pas accumuler les positions sans avoir une vision globale du portefeuille, c'est pas l'objet. Donc vraiment une partie risque pour avoir un portefeuille cohérent et un comportement dans des scénarios qui ne seraient pas notre scénario principal, scénarios de choc de marché qui peuvent arriver, comme on l'a vu, ont été relativement violents sur les dernières années avec une volatilité accrue des marchés depuis 10-15 ans. Donc c'est un pilier important du processus global et donc un calibrage du portefeuille pour mettre en face de ces opportunités des niveaux de risque qu'on choisit en comité de gestion. On va définir un niveau de risque maximal qu'on ne veut pas dépasser sur une certaine période, de façon au global à avoir un couple rendement-risque qui est optimisé. C'est vraiment la priorité du fonds, c'est aller chercher des opportunités quand on pense que ça vaut le coup d'aller les chercher, quand le risque est maîtrisé, et avoir vraiment cette adéquation entre le rendement et le risque. Si une opportunité d'investissement ne rapporte pas suffisamment par rapport au risque qu'on prend, on va décider de passer à côté. Et voilà, d'avoir vraiment ce ratio rendement-risque qui soit le plus optimal possible au sein de la structure du fonds. J'en parlais, un champ des possibles qui est très vaste. On a vraiment une palette de stratégies que vous voyez en ligne, qui va du crédit, donc avec le crédit high yield et investment grade, les hybrides, les subordonnés corporate, les assurances subordonnées, les bancaires, les convertibles, les emprunts d'État, les indexés à l'inflation, la gestion de la sensibilité, des arbitrages de courbes. Les stratégies sont vraiment multiples et avec chacune des valeurs ajoutées qui sont différentes, qui sont complémentaires entre le portage et le crédit. Donc le portage, c'est vraiment du rendement dans le portefeuille. Le crédit, c'est aller chercher des histoires crédit avec de l'analyse crédit, aller jouer l'amélioration financière du bilan des sociétés. Des stratégies qui sont plutôt sur de l'absolute return pour aller vraiment capter un rendement sur la durée décorrélé des marchés. On va avoir des stratégies qui sont plutôt sur des paris macroéconomiques, généralement sur les emprunts d'État, sur la gestion de la sensibilité et sur les indexés inflation par exemple. Des valeurs ajoutées en termes de couverture et de liquidité. Donc la couverture, ça peut être couvrir le risque de taux par exemple, ça peut être couvrir le risque d'inflation, on va en parler tout à l'heure, et une valeur ajoutée de liquidité qui est très important aujourd'hui dans des marchés qui sont volatiles, c'est être capable de mobiliser des liquidités dans le portefeuille pour avoir une forte réaction quand il y a des mouvements de marché à saisir, quand il y a des opportunités à saisir, être capable d'être réactif et conserver une part de liquidité quand il y a besoin. Donc ça, c'était vraiment la partie rappel sur comment est constitué le fonds. Alors là, moi, l'idée, évidemment, c'est que c'était l'intérêt de ce slide d'avant, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'univers obligataire et le potentialité d'aller chercher de la performance peut être à différents endroits. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui a beaucoup changé au cours des dernières années et certainement après la hausse des taux de 2022, c'est qu'aujourd'hui, on peut retrouver des piliers dans lesquels on peut aller chercher de la rémunération de différentes manières. Et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que vous le verrez tout à l'heure, les 6% analysés dont on vous a parlé au départ, c'est pas fait sur une stratégie. Voilà. Et donc, il y a différents moyens d'aller gagner de l'argent. Et donc, c'est de notre point de vue ultra intéressant parce qu'on va aller pouvoir travailler des séquences de marché différentes. Et comme on travaille sur une matière vivante, des séquences de marché, il y en a tout le temps, des éléments, il y en a tout le temps. Il y a une dizaine de questions que j'ai déjà posées sur les émissions américaines et sur l'impact sur les taux. C'est tout ce dont on va parler. Et c'est tout cela l'intérêt d'un fonds multi-stratégie, c'est de pouvoir naviguer au fur et à mesure des événements de marché qui se produisent. Donc, les conditions de marché, alors, j'ai fini ce matin, mais je déteste votre condition, mais on l'a écrit, donc on va le garder parce qu'un gérant qui n'est pas convaincu, évidemment, c'est toujours un peu embêtant. Donc, l'idée, c'est d'expliquer un petit peu comment on est positionné aujourd'hui et qu'est-ce qu'on envisage de faire. Voilà. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, nos vues de marché. La première vue sur la duration, c'est quelque chose qui est très important dans la gestion du fonds Sony Multi-Oblig et sur lequel on a été très actif sur les 12 derniers mois. Il a échappé à personne que les 24 derniers mois ont été très volatiles sur les taux et c'est quelque chose qu'on monitore beaucoup et c'est une des valeurs ajoutées principales du fonds aujourd'hui. Donc la duration, on a une conviction que les taux sont revenus sur des niveaux relativement élevés. On a touché presque des points bas en mi-septembre dernier. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu beaucoup de statistiques macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique.
on a une économie aux US qui tient toujours extrêmement bien. On a un marché de l'emploi qui ne s'effondre pas du tout. Et on a eu des taux qui ont beaucoup réagi à ces données macroéconomiques. Et bien sûr, l'anticipation de l'élection de M. Trump qui a eu lieu hier aux États-Unis a joué beaucoup sur la hausse des taux généralisée, puisque le programme de Donald Trump est globalement inflationniste. Donc, on se positionne aujourd'hui avec une duration qui est plus élevée. La tendance est à la hausse. On était plutôt sur une duration plus basse mi-septembre, et on a vraiment augmenté cette duration au fur et à mesure que les taux ont monté au mois d'octobre. Et on va le voir, on l'a fait sur plusieurs zones géographiques. Premièrement, sur le UK, le Royaume-Uni, et sur les taux US. À l'inverse, sur la partie zone euro, on considère que les taux sont relativement bas et finalement peu de hausse de taux sur la zone euro sur les 6-8 dernières semaines, et relativement moins d'opportunités de rajouter de la sensibilité taux sur cette zone-là. Ensuite, sur la quantification des courbes, on a eu des courbes qui sont quantifiées. On pense que ça va continuer et qu'il y a encore de quoi faire sur ce pan-là. Enfin, sur le portage et sur les spreads de crédit, on est aujourd'hui sur des niveaux de spread qui sont relativement bas, et c'est une stratégie qu'on va relativement sous-pondérer dans le portefeuille. On va vous expliquer ça avec quelques niveaux de marché qui sont importants à avoir en tête. D'abord, sur la partie investissement sur le 10 ans UK, ce graphique vous présente l'écart de rendement entre le 10 ans UK et le 10 ans allemand. On voit qu'il y a un vrai écartement sur les dernières semaines. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a eu l'annonce du budget du UK de Madame Reeves sur les déficits et sur le nouveau budget qui a été présenté. Le marché s'attendait à ce que ça soit peut-être plus inflationniste, avec plus d'émissions de dettes à venir. Le marché était un petit peu surpris de l'annonce de ce budget, avec finalement des anticipations de nouvelles émissions un peu plus élevées que prévu. Mais on considère que sur ces niveaux-là, il y a vraiment un complément de rendement par rapport au taux européen à aller capter. Et on s'aperçoit qu'on arrive à des compléments de rendement supérieurs à 2%, et on est presque revenu au pic de la crise du UK de Madame Truss en 2022. Donc des niveaux attractifs que l'on considère intéressant d'aller capter sur ces niveaux-là. Pour vous donner juste un peu une grille de lecture, les chiffres que vous avez ici, 4,54, c'est le niveau de rémunération du 10 ans UK aujourd'hui au Royaume-Uni. Donc on achète du 10 ans, on est payé 4,54, et quand on achète du 10 ans allemand, on est payé 2,44. Et les 2% dont Dimitri parle, c'est l'écart de rémunération entre ces 4,50 et ces 2,40. Voilà, donc l'écart de exactement, avec le spread en bas, voilà, qui est supérieur à 200 points de base. Ouais, exactement. Alors les US, c'est la question du jour. Hein. Alors c'est la question du jour, c'est la question de la semaine, parce qu'effectivement on a eu l'élection de Donald Trump hier. Aujourd'hui, on a la Bank of England, donc je parlais du UK juste avant, qui va probablement baisser ses taux. On a la Fed qui va probablement baisser ses taux aujourd'hui. Donc on a une semaine extrêmement chargée après quelques semaines volatiles sur les marchés de taux. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une matière vivante. Il y a beaucoup de choses sur les marchés des taux en ce moment. Donc c'est très intéressant pour le fond. Sur la partie US, sur le graphe de gauche, donc vous avez l'écart de rendement entre le 2 ans US et le 2 ans allemand. Donc le 2 ans US étant blanc, on est autour de 4,22 aujourd'hui, quand le 2 ans allemand est autour de 2,20. Donc là, pareil, on a environ 200 points de base, donc 2% d'écart de rendement entre les US et l'Allemagne. On considère que c'est des niveaux attractifs sur lesquels il faut se positionner. Comme je le disais tout à l'heure, mi-septembre, on avait des taux qui étaient beaucoup plus bas, et un écart de rendement surtout entre la partie US et la partie allemande qui était autour de 135 points de base. Donc il y a eu vraiment un très fort écartement des taux entre les US et l'Allemagne dernièrement, et c'est clairement des niveaux sur lesquels on se positionne et on renforce les positions sur ce 2 ans allemand. Le graphique de droite, vous avez l'évolution des anticipations de marché sur le taux, sur le niveau des taux de la Fed à horizon décembre 2025. Donc c'est le marché aujourd'hui anticipe que les taux de la Fed seront autour de 3,74% à fin 2025. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on se rend compte que finalement, le 16 septembre, au plus bas,
les marchés anticipaient que les taux de la Fed à fin 2025 seraient de 2,80. Donc on a eu presque un marché qui anticipe aujourd'hui plus de 100 points de base, près de 100 points de base de plus de taux Fed à horizon fin 2025. Donc il y a eu vraiment un gros changement de positionnement dans le marché. Et on considère que c'est une bonne opportunité pour aller remettre de la duration sur la partie US des courbes, et notamment sur la partie courte, puisque si demain le marché du travail on devait avoir des statistiques du marché du travail qui se dégradaient, ou des bonnes nouvelles sur l'inflation, au contraire une partie macroéconomique qui devait se dégrader, le marché anticiperait de nouveau plus de taux de la Fed, et on pourrait avoir un gain sur la sensibilité taux US assez important. Alors, cette fameuse quantification de la courbe. La quantification de la courbe, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Hein. Depuis fin 2022, on avait inversé les courbes. Donc là, vous avez la différence de rendement entre le 2 ans et le 10 ans allemand. Donc quand l'air est verte, le niveau est positif, on est à plus 24 BP. Ça veut dire que le 10 ans rémunère 0,24% de plus que le 2 ans. On a eu des courbes inversées entre fin 2022 et il y a encore quelques semaines, août-septembre 2024. Aujourd'hui, on a de nouveau une pente sur le 2-10, sur le 2 ans, 10 ans, qui est positive. Ce n'est pas encore le cas sur la partie 5 ans, mais au moins sur le 2-10, on est redevenu positif. C'est une courbe qui, entre guillemets, se normalise, puisque dans une situation économique normale, on va dire, cette courbe est censée être positive pour rémunérer le risque de duration. On est revenu positif sur cette courbe. On pense qu'il y a encore de la quantification à faire. On peut estimer que d'ici 12, 18, 24 mois, on est sur une quantification entre 50 et 100 points de base. Donc, on continue de surpondérer la partie courte des courbes, puisqu'on pense que le taux 2 ans va baisser plus que le taux 10 ans. Donc on a une sensibilité qui est plutôt construite sur la partie courte, sur la partie européenne. Alors les spreads, c'est important parce que quand on parle obligataire, il y a évidemment la partie taux, mais la partie crédit, et c'est un élément qui est effectivement important, c'est sur la cherté finalement de cet univers-là. Combien ça coûte? Est-ce qu'on est payé pour le risque pris? C'est ce que tu disais tout à l'heure en amont. Le travail d'un gérant obligataire aujourd'hui, c'est d'être payé pour le risque qu'il prend. Si on n'est pas payé pour le risque pris, on ne le prend pas tout simplement. Donc, et là, c'est une bonne illustration sur la partie spread de crédit des risques que l'on pourrait prendre pour aller chercher un certain niveau de rémunération. Exactement. C'est l'essence même de la construction du fonds, de ce fonds de multistratégie, c'est des pondérations entre les différentes stratégies crédit et les emprunts d'État. Sur le crédit, aujourd'hui, on est revenu sur des niveaux de spread qui sont sur des bornes basses historiques. C'est le graphique de gauche. Vous avez l'évolution depuis début 2022, où il y a eu un fort écartement des spreads dans cette année 2022 où les taux ont énormément monté. On a eu une très bonne performance des spreads de crédit depuis cette période-là. Et aujourd'hui, à moins de 300 points de base sur l'indice crossover, qui est finalement le coût de l'assurance contre des défauts des entreprises de qualité high yield, eh bien, on est vraiment sur une borne basse. Et quand on regarde les spreads de crédit sur les investissements cash sur le high yield, on est sur des surplus de rendement offerts par le marché du crédit qui sont aujourd'hui très faibles, et très faibles au regard du risque pris. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que dans la construction du fonds, on commence à vendre et à prendre nos profits sur des positions crédit, puisqu'on considère qu'on n'est plus suffisamment rémunéré pour le risque pris, notamment sur le high yield et sur le simple B ou le triple C. Sur le graphique de droite, vous avez finalement ça donne une indication de la cherté des emprunts d'État par rapport à la courbe swap. Alors la courbe swap, c'est une notion un peu théorique, mais on va dire c'est le niveau de marché par rapport auquel les placements de nouvelles obligations sont faits. Aujourd'hui, on voit que le graphique montre la différence de rendement entre le 5 ans allemand, l'emprunt d'État 5 ans allemand, et le 5 ans de cette courbe swap. Et on se rend compte aujourd'hui que l'écart de rendement est vraiment très faible, et ça montre que les emprunts d'État, par rapport à cette courbe swap, sont sur de niveaux très attractifs. Donc aujourd'hui, en termes techniques, les emprunts d'État sont relativement attractifs par rapport à cette courbe swap, et donc c'est un bon moyen d'intégrer dans l'allocation d'actifs obligataires des emprunts d'État
pour aller chercher cette sensibilité sur des niveaux de taux qui sont plus élevés. Et on voit bien que là, le dernier mouvement, la pente assez forte, on est passé de 0,25 à 0,07. Ça s'est fait sur les 10-15 derniers jours. Et il y a eu un peu une capitulation du marché finalement sur les taux, sur les emprunts d'État. On voit que les taux ont très fortement monté sur les 10-15 derniers jours. C'est un peu une forme de capitulation et c'est des niveaux très attractifs en termes de valorisation sur les emprunts d'État aujourd'hui. Alors, positionnement actuel. Alors là, attention, c'est ma slide préférée. On s'est beaucoup bagarré pour la faire, mais elle est plutôt très chouette. L'idée, c'est de vous montrer l'ensemble des stratégies qui sont positionnées à l'intérieur du portefeuille, eu égard à tout ce qu'on a dit en amont sur ce qu'on cherchait à faire et les bonnes vues de gestion et les bonnes idées et les bonnes convictions, pour faire plaisir à Dimitri, de l'équipe de gestion. Voilà. Donc, je te laisse dérouler parce que là, c'est vraiment un point extrêmement important pour montrer la granularité de ce qu'on fait. Exactement. Donc là, on vous a présenté nos vues principales de marché. La question, c'est comment on l'applique aujourd'hui au sein du portefeuille. Portefeuille multistratégie, c'est quand même quelque chose d'assez complexe puisqu'il faut que les stratégies qu'on choisit et qu'on pondère dans le fond aient une cohérence pour la construction globale du portefeuille. Et donc aujourd'hui, comment ça se déroule? On a un premier niveau d'agrégat qui est le crédit par rapport aux emprunts d'État. Aujourd'hui, on l'a dit, le crédit est relativement cher. C'est pas pour ça qu'il faut pas en avoir, parce que sur le crédit, on a quand même du portage. Même si on pense que les spreads de crédit peuvent s'écarter de quelques dizaines de BP sur un horizon 6-12 mois, on a quand même un portage qui est là. C'est un vrai matelas, c'est un vrai portage qui va apporter de la performance avec le coupon. Et donc, c'est important d'en avoir. Aujourd'hui, les 3/4 du fonds sont investis sur des positions crédit. On a 22% d'emprunts d'État. Justement parce que, comme je viens de l'indiquer, les emprunts d'État sont sur des niveaux de valorisation attractifs et c'est un très bon moyen de remonter la sensibilité du portefeuille, la sensibilité au taux, puisqu'on pense que les taux à horizon 6-12 mois vont baisser. On a envie d'avoir de la sensibilité taux dans le portefeuille, mais on n'a pas forcément envie en même temps de remonter la sensibilité au crédit, puisqu'on considère que le crédit est cher. Donc on le fait via des emprunts d'État notamment, et ça représente presque 1/4 du portefeuille aujourd'hui. On va avoir un deuxième niveau de lecture de la composition du portefeuille, avec sur la partie emprunt d'État, des emprunts d'État core, ce qu'on appelle France et Allemagne notamment, et des emprunts d'État périphériques, notamment sur l'Espagne. On a presque la moitié de la pondération de nos emprunts d'État qui sont sur des emprunts d'État indexés à l'inflation. C'est un peu un moyen de couvrir le portefeuille, parce que les slides précédentes le montraient, on peut avoir des stratégies un peu de couverture. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les indexés à l'inflation sont sur des niveaux anticipés d'inflation que nous trouvons très bas. On est entre 1,5 et 1,6% d'inflation anticipée par les marchés sur la zone euro aujourd'hui. On pense que ce sont des niveaux faibles et que le risque d'avoir une inflation qui est plutôt autour des anticipations et de l'objectif de la Banque centrale autour de 2%, a plus de sens. Donc, ces indexés à l'inflation sont aujourd'hui attractifs en termes de valorisation et ça permet de couvrir le portefeuille contre un risque de remontée de l'inflation qu'on n'aurait pas vu venir finalement. Donc, ça représente environ 10% du portefeuille. Sur la partie crédit, les 3/4 du portefeuille sont investis sur la partie crédit. On a environ 30% sur du high yield, 25% sur l'investment grade et 16% sur des subordonnés, que ça soit bancaire ou d'entreprise. Le troisième niveau de lecture, donc c'est vraiment le détail de chaque stratégie qu'on vous a montré tout à l'heure. La partie high yield, les 30% de high yield il y a 10% environ sur du low beta, donc on va dire la meilleure qualité crédit dans la partie high yield, des WB, des WB+. La partie high beta qui représente un peu plus de 9%, là où on va aller chercher des vraies histoires crédit avec des coupons élevés, des rendements élevés et des améliorations crédit intéressantes pour aller capter du portage et de la baisse de spread sur certains noms, puisque globalement le marché est cher, il y a toujours des noms intéressants à aller jouer et des histoires à aller jouer sur le crédit. Une stratégie de call pour où là on a vraiment des coupons élevés avec des dates de remboursement qui sont assez proches. Une diversification sur quelques convertibles qui sont high yield mais pour lesquels il n'y a absolument pas de delta.
le delta du portefeuille est non significatif et l'objectif d'aller chercher des convertibles, c'est pas du tout pour jouer une indexation au marché action, mais c'est un complément de rendement dans le portefeuille. Ensuite, sur la partie IG, on retrouve à peu près cette même trois différentes stratégies, ce même découpage entre des corporate investment grade, quelques convertibles investment grade et des bancaires seniors. Et enfin, sur la partie subordonnée, des assurances subordonnées pour lesquelles il y a une réglementation qui évolue avec l'arrivée de Solvabilité 2 et des niveaux de portage qui sont intéressants pour des notations quasi toutes investment grade, des hybrides, donc des subordonnés corporate sur des non investment grade également, pour lesquels il y a un complément de rendement à aller chercher par rapport à des emprunts seniors, et une diversification sur des OPC avec une partie de short duration pour aller capter ce portage qui est encore intéressant sur le court terme, et 2% de fonds à yield. Donc, c'est vraiment cet ensemble de stratégies qui a une cohérence dans la construction du portefeuille pour aller chercher à la fois du portage et des histoires sur le crédit. Alors, on va donner quelques exemples de noms, puisqu'au final, on investit quand même dans des sociétés. Il y a une vraie analyse crédit avec des ressources en interne, des ressources en externe. C'est quand même la finalité, c'est d'investir dans des sociétés, de très bien les suivre. Et voilà quelques exemples de ce qu'on a aujourd'hui en portefeuille. Donc sur l'inflation, on est sur des emprunts d'État français et italiens qui présentent des anticipations d'inflation des plus faibles sur le marché. Sur le crédit, on a des noms sur la partie iBeta, par exemple, avec Granule 2026 et Recordati 2029, sur lequel il y a des rendements intéressants et des améliorations du bilan à aller jouer. Sur la partie low beta, des noms un petit peu moins cycliques, comme Iliad, par exemple. Sur la partie convertible investment grade du Celnex 2030, qui est vraiment très peu cyclique. Les bancaires seniors, Crélan, qui est une banque belge qui a eu des très bons résultats sur les 12 derniers mois, qu'on continue d'avoir en portefeuille. Donc voilà, c'est plein d'histoires crédits, plein de sociétés différentes qu'on connaît bien, qu'on a en portefeuille et qui s'intègrent dans cette construction globale du fonds via les multistratégies. C'est très clair et bon, parfait. Bon, là, on va retrouver globalement ce qu'on a dit plus haut. Hein. Donc, oui, juste, vous aviez plusieurs fois la question. Bien évidemment, vous allez recevoir la présentation dans sa totalité. Hein. Donc, ce qu'on est en train de vous montrer là, vous allez le recevoir et donc vous pourrez bien le conserver et puis nous poser toutes les questions nécessaires si vous en avez besoin. Alors, on a parlé du positionnement du portefeuille. Et il y a un vrai sujet sur l'exposition par sensibilité. Sur la sensibilité du portefeuille, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Donc, je veux bien qu'on revienne là-dessus pour essayer d'expliquer le plus simplement possible comment ça fonctionne et c'est quoi le positionnement aujourd'hui. Bien sûr. Alors, la slide précédente avec le découpage par stratégie, c'était sur les investissements en cash, donc qui sont des investissements pour aller chercher du portage. Là, on a une stratégie sur la sensibilité qui se découpe entre une partie d'investissement et une partie via des futurs, des dérivés, pour justement aller s'exposer à l'évolution des taux sur différentes parties de la courbe, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ça peut être le 2 ans, le 5 ans, le 10 ans, voire un peu plus, et sur différentes géographies en fonction de nos vues de marché. Aujourd'hui, la décomposition de la sensibilité, elle se fait d'une part sur les investissements, donc sur la partie cash euro. Donc on a 2,4 points de sensibilité qui vient de l'ensemble de nos investissements dans le portefeuille, qui sont à 97% faits sur des obligations en euros. On a une partie couverture, les futurs en euros, qui donnent une contribution de moins 0,4 points de sensibilité, qui vient de la couverture taux des indexés à inflation qu'on a dans le portefeuille. Alors, quand on investit sur des obligations d'État qui sont indexées à l'inflation, on a finalement deux valeurs ajoutées. On a la composante inflation et la composante taux. Si on souhaite investir uniquement et profiter uniquement de l'évolution de la partie inflation de cet emprunt d'État, on peut couvrir la partie taux en vendant des futurs. C'est ce qu'on fait ici et c'est ce à quoi correspondent ces moins 0,4 points de sensibilité sur la partie future euro. Ensuite, sur le cash US, on a 0,58 points de sensibilité qui viennent de notre exposition aux 20 ans US qu'on a investi sur des obligations en direct. À noter qu'il n'y a pas de risque de change aujourd'hui dans le portefeuille puisque ces investissements représentent environ 4% de l'actif du fonds et sont intégralement couverts sur la devise. Donc, pas de risque de change aujourd'hui dans le fonds.
Et ensuite, sur les principales vues de marché qu'on vous exposait tout à l'heure, la partie future UK, donc il y a 1,6 point de sensibilité qui vient de notre positionnement sur le 10 ans UK, qui est fait via des futurs, et 0,5 point de sensibilité qui vient sur la partie future US, cette fois-ci sur le 2 ans US, avec une sensibilité totale aujourd'hui du portefeuille qui est autour de 4,7 points de sensibilité. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion de sensibilité globale qui est de 4,7, mais c'est surtout très important de voir comment elle est construite, parce qu'en fonction des mouvements de courbe des taux et en fonction de l'évolution des taux sur les différentes zones géographiques, ça peut vraiment donner des comportements du fonds très différents. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu hier avec l'annonce de l'élection américaine, où les courbes de taux se sont largement déformées. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête ce positionnement par zone géographique. Et si on passe à la slide suivante. Juste avant de passer à la slide suivante, je voudrais rajouter un petit point pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Cette sensibilité au taux, ça sous-entend que si demain les taux baissent fortement, c'est un énorme moteur de performance à l'intérieur du fonds. À l'inverse, si les taux montent, tout est imaginable, ça va nous pénaliser parce qu'évidemment, plus vous êtes sensible à la hausse des taux, aussi bien vous êtes sensible à la baisse des taux. Donc le moteur aujourd'hui, il est élevé parce qu'on est à 4,70. Ça veut dire que le positionnement global, c'est qu'on imagine qu'on est plutôt sur une tendance baissière des taux d'intérêt que sur une tendance haussière. Plus on pense que les taux vont monter, plus la sensibilité va être faible. Plus on pense que les taux vont baisser, plus la sensibilité va être forte. Et c'est un moteur très important de performance au-delà du portage qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est ça le point qui est important sur cette slide. Vous avez la répartition de la sensibilité par pilier de maturité cette fois-ci, donc à la fois géographique par les couleurs et par maturité via les différents histogrammes. Donc la partie 0,2 ans, on a 0,79 points de sensibilité qui vient de la partie courte, presque 1,9 points de sensi qui vient de la partie, on va dire, moyen terme, entre 2-7 ans, plutôt autour du 5 ans, et plus de 2 points de sensibilité qui vient de la partie 10 ans, notamment en grande majorité par notre positionnement sur la courbe UK, donc avec un total de 4,7 de sensi. Alors ça, c'est la vision globale du portefeuille de façon statique, photographique. Exactement, la position globale du portefeuille à aujourd'hui, à hier soir exactement, donc avec un rendement qui est autour de 3,9%. Alors tu viens de le dire, Christophe, c'est très important de le rappeler sur un fonds multistratégie avec une vraie gestion active, c'est que le rendement aujourd'hui, c'est un coussin, c'est un portage, c'est effectivement la performance que ferait le fonds sur les 12 prochains mois s'il n'y avait pas de gestion active, si on ne touchait pas aux positions. Donc c'est une part significative de la performance, mais pas que. C'est vraiment cette sensibilité taux, comme tu viens de le dire, qui va apporter un complément de performance et qui va venir compléter ce rendement actuariel. On a une notation qui est triple B-, donc investment grade, et avec une exposition taux qui est de 135%. Donc, par rapport à la surexposition qui peut être de 0 à 50%, aujourd'hui, on a 35% de surexposition utilisée via nos positions sur les futurs. Peut-être un petit point, pourquoi on utilise les futurs dans multi-oblig, il y a quand même deux intérêts majeurs. La première, ça évite d'avoir des problématiques de change, donc on ne prend pas de risque sur l'échange. La deuxième, et qui est sûrement la plus importante, c'est que ce sont des instruments cotés, listés, extrêmement liquides, sur lesquels les coûts de transaction sont pour ainsi dire de zéro. Et donc ça permet de conserver de la liquidité en portefeuille et d'avoir une capacité de réactivité dans les marchés qui est très forte. Donc c'est vraiment des actifs très, très utiles pour naviguer et pour gérer la sensibilité taux du portefeuille. Bon, ça, c'est le positionnement, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc je vais passer assez rapidement. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais qu'on insiste, même si on est un peu bavard, mais c'est important d'insister là-dessus, c'est que à partir du moment où on vous parle d'un fonds multistratégie, ça sous-entend, mais c'est bien de le montrer, qu'il y a une gestion active et que les poids de chacune des stratégies à l'intérieur du portefeuille évoluent avec le temps en fonction des différents éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, c'est là-dessus, c'est avec c'est l'illustration que vous avez ici de la pondération historique des stratégies en fonction du temps par rapport à ce qu'on a comme possibilité de choix à l'intérieur du portefeuille. Exactement. Donc,
chaque stratégie a une couleur sur ce graphique et l'intérêt c'est de voir comment ces stratégies, comment la pondération de ces stratégies ont évolué sur les 5 dernières années. Donc pour commenter rapidement ce graphique, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment l'évolution. On voit sur la période décembre 2019 jusqu'à décembre 2021 où on n'avait pas du tout d'emprunt d'État dans le portefeuille, ce qui est la zone avec les points. Puisque à l'époque, le crédit était sur des niveaux intéressants après la crise Covid. On avait beaucoup de crédits en portefeuille, on n'avait pas du tout d'emprunt d'État parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à jouer les emprunts d'État. On avait une sensibilité du portefeuille, on va le voir juste après sur l'historique de la sensibilité, mais une sensibilité qui était très faible et on n'avait pas du tout intérêt à avoir des emprunts d'État. Par contre, à l'inverse, on avait beaucoup plus de stratégies de portage, on avait des convertibles mixtes avec une très bonne convexité qu'on avait en portefeuille, on avait plus de crédits high yield, que ça soit du high beta, du low beta, on avait plus d'hybrides, on avait une composition du portefeuille qui était vraiment très différente de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est là où on voit presque le plus de changements sur une période assez courte, c'est aux environs de la mi-année 2023. On voit vraiment qu'il y a eu une modification des stratégies, les courbes sont très changeantes à partir de cette période-là, puisque 2023, on va dire à partir du mi-année 2023, troisième trimestre 2023, le crédit a commencé à devenir cher sur certains pans de marché. On a fait évoluer les pondérations du fonds en conséquence pour avoir un portage qui soit plus en adéquation avec les niveaux de risque qu'on considérait dans le marché. On a eu des emprunts d'État qui ont représenté jusqu'à 25% du portefeuille avec une pondération entre les pays corps et les pays périphériques. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez vraiment que le fonds, ce multistratégie vit dans le portefeuille et il y a vraiment une activité assez forte sur cette allocation d'actifs obligataires au sein du fonds. Et d'ailleurs, ça l'illustre aussi avec l'évolution de la sensibilité du portefeuille, parce que c'est un élément qui est évidemment fondamental quand on gère un fonds multistratégie. Exactement. L'air en bleu, ça représente le niveau de sensibilité sur les 5 dernières années. Donc, les bornes de sensibilité de 0 à 7 qu'on vous indiquait tout à l'heure, la borne basse, on a vraiment été sur la borne basse. C'est-à-dire que c'est des bornes qui ne sont pas là juste pour décorer, c'est vraiment une zone globale sur laquelle on peut positionner le fonds. On a été très proche de 0 de sensibilité jusqu'à début 2022. Une fois, cette année 2022, où on a connu une très forte hausse des taux, on a commencé à avoir une sensibilité qui a remonté entre fin 2022 et le troisième trimestre 2023. On a une sensibilité qui est passée de 0,50 à 3. Fin 2023, on a connu une très forte baisse des taux. On a perdu 100 points de base de taux entre novembre et décembre 2023. On a trouvé que ce mouvement avait été largement surjoué par les marchés. On a rebaissé la sensibilité qui était à 2,8. On l'a repassé en dessous de 1 en janvier 2024. Et au fur et à mesure que les taux ont remonté entre janvier et mai 2024, on a accompagné cette remontée des taux pour avoir une sensibilité qui est montée jusqu'à 4. On avait une sensibilité de 4 durant l'été, où les taux ont beaucoup baissé cet été, pour atteindre un point bas en septembre, mi-septembre. On avait rebaissé la sensibilité autour de 3, 3, c'est à peu près le niveau neutre, on va dire, sur le fond en termes de sensibilité. Et là, sur les dernières semaines, les taux ont remonté. Et donc, de nouveau, on a accompagné cette hausse des taux en remontant au fur et à mesure la sensibilité du portefeuille. C'est quelque chose en termes de performance qui nous a un peu coûté sur les dernières semaines. Et c'est une vue de marché qu'on a et qu'on conserve. On pense qu'il y a une vraie asymétrie sur les niveaux des taux aujourd'hui et qu'une baisse des taux pourra vraiment profiter au portefeuille avec une sensibilité qui est aujourd'hui de 4,7 et qui peut avoir vocation à dépasser les 5, aller jusqu'à 5, 5,5 dans les prochains jours, prochaines semaines, si les marchés si les taux devaient continuer de monter. Alors pour terminer, parce que c'est pas le tout de voir qu'on a plein de stratégies, l'idée aussi c'est de montrer que la granularité de la rémunération par stratégie. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir fait 6 de perf annualisés depuis 2 ans avec une seule stratégie qui fonctionne. Là, l'idée c'est de montrer qu'il y a plusieurs stratégies qui fonctionnent et qui fonctionnent pas forcément d'ailleurs en même temps, au même moment. C'est aussi ça l'intérêt d'un fonds multistratégie. Et donc là, c'est la contribution de la performance 2023. Et vous avez dans le slide d'après la contribution de la performance 2024 qui montre la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a des éléments de rémunération qui sont différents
Et on a insisté sur la courbe, sur la partie jaune ici, parce que tu peux revenir là-dessus peut-être Dimitri, sur ça c'est l'exposition à la courbe des taux dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc cette partie jaune de courbe, la contribution de la stratégie globale de courbe dans le portefeuille, elle a fait gagner 12 BP depuis le début d'année. Ces 12 BP s'articulent entre une partie US, de gestion de la courbe US qui nous a rapporté 30 BP, une partie sur la courbe euro qui nous a rapporté 45 BP et une partie sur nos investissements UK qu'on a mis en place à partir du mois de septembre et qu'on a renforcé au fur et à mesure que les taux UK ont monté en octobre et jusqu'à la semaine dernière, qui est aux alentours de moins 60 BP. Donc globalement, c'est une stratégie de courbe qui a profité au portefeuille, malgré la stratégie sur le UK qui nous a pénalisé pour le moment. Alors, pourquoi investir sur Sony Multi-Oblig? Bon, moi, je pense que Dimitri a été assez clair. Aujourd'hui, l'univers obligataire, il a beaucoup évolué, on l'a beaucoup dit, et c'est vraiment ce qu'on voulait montrer une fois de plus lors de cette présentation, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a différentes manières d'aller gagner de l'argent dans l'univers obligataire. Quand les taux étaient à zéro, bien évidemment, l'ensemble était bien plus compliqué et il fallait essayer de tordre un peu le modèle pour aller chercher de la rémunération. Là, globalement, on peut faire plein de choses et surtout, Dimitri l'a rappelé tout à l'heure, on a un matelas de portage qui permet d'avoir un niveau de sécurité assez confortable. Quand les taux étaient à zéro, votre portage il rémunère zéro. Donc ça veut dire qu'il faut gagner de l'argent autrement, mais si vous vous trompez, vous n'avez pas de matelas pour vous tromper. Là, on l'a illustré avec l'histoire de la courbe de tout à l'heure. On s'est un peu trompé pour l'instant sur la partie Royaume-Uni. En revanche, on l'a compensé par plein d'autres stratégies. Avant 2022, quand vous vous trompiez sur une stratégie, vous le payez cash, j'ai envie de dire, et vous aviez des fonds obligataires qui pouvaient avoir des performances négatives. En 2023, il n'y a eu aucun fonds obligataire négatif. Cette année, il n'y en aura pas non plus, et on peut imaginer que l'année prochaine non plus. Donc ça sous-entend quand même qu'aujourd'hui, l'univers de rémunération possible, l'objectif évidemment c'est de faire autour de 6, c'est ce qu'on a fait au cours des 2 dernières années, tant mieux, mais c'est un univers de rémunération qui est réaliste. C'est pas un truc où on se dit j'espère que ça va marcher pour aller chercher 6, non, c'est vraiment réaliste, avec un niveau de granularité et de diversification qui est très élevé, avec plein de stratégies différentes. Et surtout avec une potentialité d'aller même faire au-delà de ça, si effectivement la stratégie sur la courbe d'été ou sur la duration fonctionne, vous allez avoir un gain en capital qui va être assez conséquent versus un risque qui est quand même relativement maîtrisé. C'est tout ce qu'on cherche à faire dans un fonds multi-stratégie obligataire. Alors après, évidemment, on peut jouer l'obligataire d'autres manières. On peut acheter que du high-yield si on pense que c'est la bonne idée. On peut acheter que de la short duration si on pense que c'est la bonne idée. Et dans vos portefeuilles, vous pouvez pondérer évidemment chacune des stratégies obligataires de façon différente. En revanche, il nous semble qu'aujourd'hui, en cœur de portefeuille, on doit avoir une stratégie qui est multi-stratégie, c'est le cas de le dire bien évidemment, qui regroupe l'ensemble des éléments qu'on a ici, avec comme point d'orgue, si j'ai envie de dire, la diversification des sources de performance. C'est ça qui est le point important. Et puis après, vous laissez un peu les clés du camion à l'équipe de gestion de Sony, mais c'est notre univers historique, c'est notre ADN historique. Et les performances passées, puisqu'il faut parler de performance quand même, montrent que la courbe bleue, c'est la nôtre, quoi. C'est ni la courbe orange, ni la courbe verte. Donc ça veut dire que sur la durée, ça fonctionne avec des ratios d'indicateurs de risque, qui sont les ratios Quantalis, que tout le monde connaît, qui sont plutôt d'extrêmement bonne qualité, donc qui sont extrêmement rassurants pour des gens comme nous, parce qu'évidemment, ces ratios de risque, c'est ce qu'on regarde le plus. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous, donc c'est ce qui fonctionne plutôt très bien. Donc voilà, globalement, tout ce qu'on voulait vous raconter sur Multi-Oblig. Alors des questions, il y en a plein. On a répondu sur la question US. Juste une petite digression quand même sur les US. Alors si vous avez d'autres questions sur les US, je fais une petite incise à la présentation de Multi-Oblig pour ceux à qui ça aurait échappé. On a lancé depuis cet été un fonds action Amérique du Nord qui s'appelle Sony North America, géré par un garçon formidable qui s'appelle Éric Lafrenière, où ça se passe évidemment très bien. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin sur comment ça fonctionne aux US aujourd'hui, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, est-ce que le niveau des actions, qu'est-ce qui va se passer avec l'élection de Donald Trump, vous pouvez nous poser des questions par ailleurs. Et Blaise, Paul et moi, on sera ravis d'y répondre et de faire participer éventuellement Éric à cette discussion un peu globale sur l'univers américain, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir en interne un spécialiste de la gestion américaine sur les actions, mais ça veut dire que ça se diffuse aussi sur l'ensemble de l'équipe de gestion, et Dimitri, Eric, Kevin, tout le monde est en même temps dans la même salle, et donc d'avoir un spécialiste sur le plus grand marché du monde, qui reste le marché directeur, sur lequel il y a toujours un truc à raconter. Alors là, l'actualité est bien brûlante, mais c'est un élément qui est extrêmement important dans l'évolution également
de la société de gestion, l'évolution de ce asset management depuis maintenant 15 ans. Et cette brique complémentaire, elle a beaucoup de valeur et elle permet de faire beaucoup d'autres choses. Donc, c'était pour la faire la petite insiste par rapport à ces éléments d'action US. Et puis, il y a aussi une autre question, et puis elle est importante aussi parce qu'on n'en a pas parlé, la question de la couverture entre l'euro et le GBP. Oui, alors pour répondre sur la partie couverture, sur le GBP, on n'a pas de risque GBP en portefeuille puisqu'on a cette exposition sur la partie future. Justement, l'avantage d'utiliser les futurs, c'est de ne pas avoir d'exposition de devises à couvrir. Donc, il y a effectivement des appels de marge qui sont faits sur les gains ou les pertes faites sur la position future, mais c'est très anecdotique. C'est de l'ordre de quelques BP, quelques BP sur la partie globale du fonds. Donc, c'est absolument non significatif. Pour revenir peut-être sur la partie, sur la question sur les taux US, oui, les taux ont remonté fortement, notamment hier suite à l'élection de Donald Trump. Bon, aujourd'hui, ça se calme un peu. Le fonds est positionné sur les taux US aujourd'hui parce que oui, son programme est inflationniste. Oui, ça peut amener plus d'inflation et avoir des taux structurellement un peu plus élevés que si ça avait été le programme démocrate qui avait été mis en place. Mais plusieurs choses. La première, c'est que l'application de son programme va mettre du temps. Il y a relativement peu d'effets sur l'inflation avant au moins début 2026. Et la deuxième chose, et c'est là où c'est intéressant de considérer dans un fonds multistratégie obligataire, c'est que aujourd'hui, on considère que les niveaux de taux dans le marché intègrent déjà cette remontée de l'inflation et des taux éventuellement sur le moyen terme plus élevés. Donc, le mouvement de marché, il est déjà joué par rapport à ça. Les marchés anticipent toujours les choses. Il y avait très fortement anticipé la victoire de Trump, même si à l'annonce hier, il y a eu encore un mouvement de marché en ce sens. Mais autour de 4,50 sur le 10 ans US, on considère que tout ça, c'est déjà intégré par le marché. Et donc, c'est pour ça qu'on se positionne et qu'on trouve qu'il y a une asymétrie sur l'évolution des taux US. On peut lire chez les recherches des différentes banques et des différents stratégistes, certains donnaient des taux au pire sur le 10 ans de 4,50, de 4,60. Voilà. Bon. On est globalement sur ces niveaux anticipés dans le cas d'une victoire de Trump. Il y a un mois et demi, on était à 3,60 sur le 10 ans US. Si on devait avoir une économie qui devait ralentir ou une dégradation du marché du chômage ou des bonnes nouvelles sur l'inflation, on pense que les taux 10 ans peuvent revenir relativement rapidement sur des niveaux de 4%. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on trouve qu'il y a de l'asymétrie, qu'on a une position assez forte sur la courbe US aujourd'hui. Ok, bon, on va terminer. Il y a une dernière question, elle est plus pour moi concernant effectivement le risque potentiel de ce type de véhicule d'investissement. Le point qui est important, on l'a dit, on le redira et on va continuer de le redire, c'est que aujourd'hui la question, c'est pas de se dire est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut avoir dans son portefeuille des fonds obligataires. La réponse évidemment, elle est oui. L'univers a changé depuis 2022 et la classe d'actifs obligataires a retrouvé toute sa place dans une allocation globale d'actifs pour un client particulier. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, l'obligataire a retrouvé toute sa place qui était la sienne précédemment, même quand les taux étaient à zéro. Le gros intérêt aujourd'hui de l'ensemble de ces stratégies-là, c'est que au pire, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Au pire, la performance sera déceptive, mais avec un élément qui est essentiel. C'est déceptif dans un environnement de performance qui sera positif. C'est-à-dire que peut-être qu'on fera pas 6, peut-être qu'on fera 4, peut-être qu'on fera 3, mais l'univers de taux aujourd'hui est configuré de telle manière et l'ensemble des gains potentiels sur les différentes stratégies, c'est que alors, tout est possible bien évidemment, mais il y a peu de chances qu'on fasse un -5, un -6 ou un -10, comme ça peut être le cas dans le crack de 2022 avec une hausse des taux stratosphériques. On voit l'ensemble des fonds obligataires, quels qu'ils soient, même pas chez nous, ont plutôt bien fonctionné avec des niveaux de performance positifs. Alors qu'ils peuvent être variables bien évidemment, mais aujourd'hui, vous avez un coussin de protection qui est quand même relativement important, lié au portage et lié au fait surtout qu'il y a relativement peu de chances, alors évidemment, comme d'habitude, tout est possible, mais il y a relativement peu de chances qu'on se retrouve dans un scénario de hausse de taux violent qu'on l'a pu vivre en 2022. C'est-à-dire que la tendance globale est plutôt éventuellement au pire à une stabilisation des taux, voire à une normalisation, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec plutôt une baisse des taux. Et dans le cadre d'une baisse des taux, bien évidemment, là, vous allez avoir un gain en capital et pas qu'un gain en coupon. Et c'est ça qui rapporte de la valeur ajoutée à l'ensemble de ces véhicules d'investissement. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Et puis, si toutefois, demain, les taux baissaient fortement, alors là, bien évidemment, on se reposerait cette question-là. On dirait, effectivement, là, le risque deviendrait plus important
d'une nouvelle hausse de taux. En revanche, l'autre intérêt, c'est qu'à ce moment-là, bien évidemment, la photographie du portefeuille multi-oblig aujourd'hui sera radicalement différente. Et les positionnements qu'on utilisera et les stratégies qu'on va utiliser à ce moment-là seront aussi radicalement différentes. Donc vraiment, on est là au cœur du réacteur avec un actif qui va bouger, qui va être actif, parce qu'au bout du compte, la stratégie obligataire aujourd'hui, c'est pas que du portage. C'est un des moteurs, mais c'est pas le seul. Et donc, pour pouvoir utiliser l'ensemble des moteurs, le seul moyen, en tout cas le moyen le plus opérant, c'est d'acheter un fonds multi-stratégie obligataire dans lequel on va piloter l'évolution de l'ensemble de ces moteurs en fonction des évolutions macroéconomiques, microéconomiques et de ce qui se passe sur le marché, parce que bien évidemment, c'est une matière vivante et qu'on peut en faire plein de choses. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est qu'on peut en faire beaucoup de choses, et donc c'est vraiment chouette. Voilà. Donc merci à vous. Pour les questions qu'on n'aura pas traitées, bien évidemment, on reviendra avec Blaise, avec Paul pour répondre à l'ensemble de ces questions. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On a un peu débordé, mais c'était passionnant. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous en faire part. On le fera avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous.